bonjour à tous. Voici les titres de votre journal de la mi-journée. 2015 est en principe la dernière année d'activité du programme de renforcement de la gouvernance au Burkina Faso. Le programme entend axer son action sur l'accompagnement de la CENI pour lui permettre de relever les défis électoraux à venir. Le printemps des protestations se poursuit au Burkina Faso. À la suite de leurs collègues d'autres structures, les agents de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques CAMEG ont exprimé leur désaccord quant à la nomination de leur nouveau directeur général. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision de Burkina. Bon appétit à vous qui nous suivez à table. Entre formation des agents du contrôle de l'État, vulgarisation du rapport d'évaluation du mécanisme africain et d'évaluation par les pairs et promotion des droits de l'homme, le programme de renforcement de la gouvernance au Burkina Faso a été très actif en 2014. Ses membres entendent continuer sur cette lancée. Ils se sont réunis ce 24 décembre à Ouagadougou pour la deuxième session du comité de pilotage. Des précisions avec Moumouni Soubega. En 2014, le programme de renforcement de la gouvernance s'est investi dans les domaines politiques, économiques et sociaux. Le bilan fait ressortir un taux d'exécution de 83%. Le renforcement des capacités des acteurs des institutions est l'une des actions menées par le programme. Le programme a beaucoup travaillé sur les questions de gouvernance politique notamment, en appuyant de manière en tout cas conséquente un certain nombre d'institutions comme l'autorité supérieure de contrôle d'État. Au niveau des droits de l'homme, le programme a beaucoup appuyé les institutions de mise en œuvre des politiques en matière de droits humains. Le MAEP et également d'autres institutions qui travaillent dans le genre. Sur le plan de la gouvernance économique, là aussi, il y a eu des actions en appui aux structures chargées de mettre en œuvre l'agenda Burkina 2025. Le PNUD appuie le programme de renforcement de la gouvernance. Au regard des acquis engrangés et des défis qui restent à relever, cette institution des Nations Unies compte poursuivre sa dynamique d'accompagnement. Le PNUD travaille essentiellement dans le domaine du développement humain durable. Il faut dire que pour nous, il est impossible d'envisager un quelconque développement humain durable dans un pays sans un renforcement de la gouvernance dans ses différentes dimensions. Donc c'est la raison essentielle pour laquelle, et comme cela est également une préoccupation pour les autorités burkinabées, que nous sommes engagés à accompagner le pays dans le renforcement de la gouvernance au Burkina Faso. 2015 est la dernière année de la programmation 2011-2015 du programme et l'accent sera mis sur l'accompagnement de la CENI pour la bonne tenue des élections. Il envisage également de renforcer ses actions aux côtés de l'ACE pour promouvoir la bonne gouvernance. Je voulais annoncer en titre, les agents de la CAMEG contestent la nomination de leur nouveau directeur général. Ils ont rencontré les médias pour expliquer les raisons de ce refus. En rappel, le docteur Mahamoudou Compaoré a été nommé le 10 décembre dernier comme directeur général de la centrale d'achat de médicaments essentiels génériques. Retour sur la conférence de presse avec Eleonore Ouedraogo. Sur la personne du docteur Mahamoudou Compaoré, des doutes sérieux persistent sur sa moralité. C'est l'affirmation du délégué du personnel de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques CAMEG à la conférence de presse animée pour éclairer l'opinion sur les motifs de leur contestation. Pour le personnel, plusieurs raisons guideraient leur conduite. La DGPML est une structure qui fait des recettes sur la base des enrichissements des médicaments. Autorisation de mise sur le marché. Sous la gouvernance de M. Compaoré, il n'était un secret pour aucun de ses collaborateurs que ces recettes ne bénéficiaient pas d'enrichissement sur des quitanciers du Trésor public. Le dossier des achats groupés de réactifs pour les hôpitaux initiés et gérés par M. Compaoré en 2008 a été un scandale resté dans la mémoire de tous. À l'époque, la DGPML avait voulu centraliser les achats de réactifs pour les structures de santé
Ces dernières ont donc transmis des expressions de besoin à la DGPML. M. Comporé, par des pratiques que lui seul maîtrise, est parvenu à attribuer le marché à un fournisseur local. À la réception, les quantités n'avaient rien à voir avec les montants prévus. Les structures de santé ont entretenu de longues périodes de rupture préjudiciables aux populations. De par le passé, M. Comporé a été au cœur de toutes les velléités pour déstabiliser la CAMEC au profit de ses intérêts personnels. Le personnel, dans sa contestation, a pu rencontrer le Premier ministre qui leur a proposé une alternative. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a félicité le personnel de la CAMEC pour son sens de responsabilité face à ce qui pourrait être une menace pour les intérêts des populations. Comme solution, pour, dit-il, un contrat de 3 mois avec M. Comporé Mahmoudou, le temps de relire les tests de la CAMEC et de recruter un nouveau DG par appel à candidature. Aujourd'hui, le personnel demande la démission du docteur et la mise en place d'une période transitoire. Pourquoi ne pas trouver à l'interne quelqu'un pour assurer l'intérim du temps de lancer un appel à candidature? Les agents entendent maintenir la lutte jusqu'à obtention de gain de cause. Ils déclinent par ailleurs toute responsabilité quant aux conséquences de cette nomination, car selon eux, certains fournisseurs manifestent déjà quelques inquiétudes face à l'homme qu'ils connaissent très bien. L'Institut supérieur d'études de protection civile, comme son nom l'indique, a pour mission de former les professionnels du secourisme et d'autres secteurs de la protection civile. Elle a besoin de moyens conséquents pour former des professionnels, des hommes et des femmes qui seront efficaces sur tous les terrains et en toutes circonstances. L'Institut mène en ce moment un plaidoyer à l'intention de ses partenaires techniques et financiers. Adama Koulibaly. La protection des personnes et des biens est plus que d'actualité au regard de la recrudescence de catastrophes d'origine naturelle, technologique ou humaine. Né de la volonté de parer à ces fléaux, l'Institut supérieur d'études de protection civile a pour rôle de former les sapeurs-pompiers, des personnels civils à la gestion des risques, ainsi que des autorités publiques à la protection des populations. La mise en œuvre de toutes ces actions nécessite des ressources financières, d'où la tenue de cette rencontre de plaidoyer technique. Nous allons bien sûr approfondir le dialogue que nous avons entamé avec nos partenaires. Vous savez que le chef de file est là et certains partenaires sont là. Ce n'est pas l'occasion de faire des annonces, non, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais la rencontre technique vise plutôt à mieux les faire connaître, donc l'Institut, à mieux les engager et justement au cours de l'année 2015 poursuivre les dialogues constructifs afin de mobiliser les ressources nécessaires au développement du projet. Nous avons de nombreux pays qui sont abonnés justement à ces formations. Il faut donc agrandir les capacités d'accueil de l'Institut. Il y a donc de la logistique. Un camion sapeur-pompier, il coûte très cher. Nous avons besoin donc de cet argent vraiment pour faire de l'Institut un pôle d'excellence. Pour l'ensemble de ces projets, l'Institut a besoin en termes d'investissement de plus de 7 milliards 700 millions et environ 526 millions en fonctionnement, d'où la contribution très attendue des PTF. Pour nous, c'est d'essayer, en tant que chef de file des partenaires techniques et financiers, d'amener ces derniers à être dans une noble cause qui est de former pour sauver. Les pompiers, ce sont des gens de proximité qui sont là au service des populations. Et pour nous, c'est un combat, c'est une lutte qui vaut la peine d'être promue. École à vocation africaine, l'Institut supérieur d'études de protection civile s'attelle à sa tâche de formation grâce aux efforts de l'État, des PTF dont la France, l'Ordre de Malte, la Principauté de Monaco, mais aussi des partenaires africains que sont le Sénégal et le Bénin. Vivo Énergie Burkina a entendu le cri de cœur d'une soixantaine de jeunes de Ouagadougou. La société, qui est active dans le secteur des hydrocarbures, leur a permis de se former dans le domaine de l'environnement et de la sécurité routière. Nathalie Sawadou. Vivo Énergie Burkina, Excel Burkina et Junior Achievement récompensent leurs meilleurs élèves formés sur la sécurité routière et la conservation de l'environnement. Nous sommes en partenariat avec Junior Achievement pour justement aider à former, à inculquer aux jeunes tous les aspects liés à la sécurité routière.
Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de morts sur nos routes. Beaucoup de nos enfants deviennent handicapés. Une vie de perdue, c'est trop. Et nous savons que ceci, au final, a un impact sur l'économie de notre pays. C'est un partenariat qui est très fécond, qui permet à Vivo de participer à nos programmes de formation. Junior Achievement est une organisation qui est présente dans plus de 120 pays et dont l'objet principal c'est d'inculquer aux jeunes l'entrepreneuriat. Au nombre de 67, ce sont 32 jeunes qui se sont distingués. Ils reçoivent ici de Vivo Énergie Burkina des bourses d'une valeur allant de 25 000 à 50 000 francs CFA, plus des attestations. J'ai été récompensé à travers le succès du test qu'on a fait sur la formation de la sécurité routière. Donc je suis vraiment content d'avoir une attestation et une bourse de 40 000. Outre cette formation, Vivo Énergie Burkina et Junior Achievement ont un programme d'aide et de formation dénommé Jeunes Talents. Un programme qui permet à certains jeunes diplômés de se frotter à la réalité du monde professionnel afin d'acquérir de l'expérience avant de trouver leur premier emploi. Il s'engage à toujours accompagner les jeunes désireux d'être des leaders et des leviers socio-économiques de demain. Les industries culturelles et créatives du Burkina veulent aller à la conquête du marché international. Les différents acteurs du secteur ont consacré une journée à l'élaboration de stratégies qui devraient leur permettre d'émerger au plan mondial. La journée de promotion des industries culturelles et créatives a eu lieu à l'initiative du ministère de la Culture. Zalissa Sanfo. Réfléchir et trouver les voies et moyens à mettre en œuvre pour faire rayonner les industries culturelles et créatives du Burkina Faso sur l'échiquier international. C'est le défi que se donnent ces acteurs du monde culturel. Un accès à ce marché dit porteur qui devrait permettre de participer à la promotion et à la valorisation des biens et services culturels et aussi de garantir des devises à tous les entrepreneurs de ce domaine. Au niveau de la SCAD, qui est la stratégie nationale de développement du Burkina Faso, il a été dit que les acteurs culturels doivent se concentrer sur la période 2011-2015 sur la promotion extérieure des produits culturels. C'est pourquoi nous avons organisé cette deuxième journée-là sur le thème industrie culturelle et rayonnement international. Quelle stratégie pour la promotion extérieure des artistes et des produits culturels burkinabés. Et pendant ces 48 heures, nous aurons 4 communications. La première communication va porter sur médias et promotion extérieure des produits culturels. Donc il s'agira à ce niveau-là de montrer comment les médias qui sont même au Burkina Faso, comme les médias qui sont à l'international, peuvent permettre le rayonnement international du Burkina Faso à travers ses artistes et ses produits. Et le deuxième thème va porter sur les techniques de marketing international, de promotion des artistes et des biens culturels à l'international. Donc ça veut dire que c'est ça comme une formation où on va apprendre aux différents acteurs comment conquérir le marché international. C'est la deuxième fois que le ministère de la Culture organise des journées de promotion des industries culturelles et créatives. Et l'ambition affichée reste toujours la même. Mieux structurer et développer les industries culturelles et créatives pour faire de ce secteur un secteur d'avenir. Restons dans le domaine de la culture pour parler des phases finales de la première édition du festival Rendez-vous à Touba. C'est un cadre d'échange et de partage qui s'est refermé samedi dernier. Reportage Sriki Milogo, Francisien. Le Rendez-vous de Touba est un ensemble d'activités socio-culturelles, sportives et éducatives. Un rendez-vous qui se veut un cadre de promotion culturelle et d'intégration africaine. Pour cette première édition, 10 troupes ont rivalisé d'ardeur en danse traditionnelle. Le Sinkorodon à la danse yéyé, c'est un peu de la culture de cette partie du Burkina qui a été montré au public. On pouvait trouver dans ce rendez-vous-là une occasion de magnifier non seulement la paix, la culture, la tolérance, la cohésion, mais aussi créer un cadre où des Toubas, parce qu'il y en a un peu partout en Afrique, c'est de réunir donc les villageois, les populations, les fils, les filles, donc ressortissants du département ou de la commune de Madouba et ceux
donc ressortissants des communes sœurs qui jalonnent la frontière, donc qui nous sépare d'avec le Mali. Le rendez-vous de Touba, en une année d'existence, suscite déjà un engouement dans la localité. Tous ceux qui luttent pour la revalorisation de nos cultures, je pense qu'ils méritent qu'on les encourage. En plus, il est jeune. Je pense que quand les jeunes entreprennent quelque chose qui a de la valeur, il faut les accompagner. Même si on n'a rien à leur donner, au moins on les accompagne. Avec cette première édition, tout est bien parti pour la promotion de la culture et du développement socio-économique du village de Touba. C'est aussi l'intégration et la cohésion entre les peuples qui est attendue. L'objectif est de réunir un jour les représentants des villes de Touba au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Burkina Faso. Le Burkina Faso dispose d'un observatoire national des faits religieux. Il doit travailler à maintenir un climat de concorde et de paix au pays des hommes intègres en faisant de la diversité religieuse un atout. Les 10 membres de cet observatoire viennent de la Fédération des associations islamiques du Burkina, de la Conférence épiscopale Burkina-Niger, du Conseil supérieur de la communication et du ministère en charge de l'administration territoriale. Installés le 22 décembre dernier, ils ont tenu leur première session à Tinkoudgou. Kassoum Souri. Les 10 membres de l'Observatoire auront la lourde tâche d'assurer la surveillance des contenus des messages à caractère religieux et le suivi de l'application de la réglementation sur les pratiques culturelles au Burkina Faso. Bon, il faut dire que l'Observatoire national des faits religieux est un organe consultatif et en même temps une structure de veille chargé non seulement de promouvoir le dialogue interreligieux, mais aussi de permettre à ce que, par le biais des échanges, on puisse parvenir à éviter certaines dérives qui ont été vécues dans certains pays. Cette cérémonie d'installation a également été une occasion de tenir la première session de l'Observatoire. Nous pensions que le CSC n'a pas forcément les compétences théologiques nécessaires pour apprécier le contenu de certains discours religieux sur les médias, et qu'il fallait associer les acteurs des différentes confessions religieuses à l'appréciation de ce contenu-là pour que les choses se fassent beaucoup plus facilement et que l'on évite les frustrations à un certain niveau. Donc, le premier rôle que nous devons jouer comme membres de cet observatoire-là, c'est de permettre que le dialogue soit une réalité à l'intérieur de cet observatoire-là. Nous décidons par consensus. Donc ça dit déjà la modalité et la finalité aussi. L'Observatoire national des faits religieux a été recommandé lors de l'atelier sur la promotion du dialogue interreligieux en novembre 2013 à Kombisri dans le centre-sud. Sa mise en place a été réalisée grâce à l'appui financier du projet pour le renforcement de la gouvernance politique. Notre clin d'œil sur les activités de Noël nous conduit à Sourgoubila. Dans cette nouvelle paroisse de l'archidiocèse de Ouagadougou, enfants, jeunes et vieux se préparent à vivre leur premier Noël avec des prêtres qui vivent à leur côté et de l'avis de plus d'un membre de la communauté, cela change les choses. Plus de précisions dans ce dossier signé Issa Kawidraogo et Nathalie Sawadgo. La préparation de la Noël 2014 a commencé depuis quelques semaines à Sourgoubila. La localité est devenue une paroisse il y a peu et cela va changer la manière de vivre Noël. Les préparatifs de l'année dernière et de cette année ne peuvent pas être les mêmes. Les prêtres venaient d'ailleurs pour célébrer la messe. Maintenant, nous avons notre paroisse et ils vivent avec nous. Nous nous préparons à la confession pour accueillir le nouveau-né avec joie. Les chorales francophones et morophones peaufinent donc les détails pour que les célébrations du 24 et du 25 décembre soient belles. À quelques jours de la Nativité, l'on se concerte dans l'enceinte de la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde pour réussir la fête.
Cette année, la fête sera différente des autres années. Nous la préparons avec des chants pour accueillir le nouveau-né. Nous allons aussi faire la cuisine pour qu'on sente que c'est la fête. Les enfants ne sont pas en reste. Avec l'aide des plus grands, ils ont entrepris de confectionner la crèche de la paroisse. Félix Concebo espère que le petit Jésus fera un tour dans sa crèche. Il n'est pas le seul. Dans le quartier Pourgo de Surugubila, Emmanuel et Norbert ont aussi construit des crèches qu'il faut achever avant Noël. Le curé fondateur de la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde encourage de telles initiatives. Cela représente beaucoup pour l'enfant, pas seulement pour l'enfant, mais tous. Nous sommes des êtres humains. Nous avons parfois besoin de voir des choses concrètes et de voir une crèche, de voir des statues, de voir des images. On dit que voilà, celle-là c'est Marie, celui-là c'est Joseph, c'est le petit Jésus. Ça nous donne une idée de ce que ces gens-là ont pu vivre dans la réalité. Donc la crèche représente beaucoup. C'est un signe. Et moi, ce qui me touche surtout dans la crèche, c'est de voir d'abord que Jésus est né dans une crèche et que dans la crèche, il a reposé sur la paille. C'est tout le signe et tout le sens de l'humilité que nous devons avoir dans l'accueil de notre Seigneur. Les paroissiens de Surugubila sont convaincus d'une chose. Noël 2014 sera inoubliable. Un mot de sécurité routière avant de refermer cette édition. Les statistiques de l'Observatoire de sécurité de la commune de Ouagadougou disent que l'avenue des Tansoba, la circulaire pour ceux qui ne le savent pas, est l'une des voies les plus dangereuses de Ouagadougou. L'on y a enregistré 265 accidents pendant le premier trimestre de l'année 2014. En cette veille de Noël, je vous rappelle 2 principes à respecter pour effectuer un bon dépassement et éviter les accidents. Donc, il faut s'assurer que l'on n'est pas sur une chaussée rétrécie ou glissante, au sommet d'une côte à descente rapide et avoir une bonne visibilité. Il faut également tenir compte de la poussière et du gravillon quand on est sur une route non bitumée et en cette veille de fête, réduire fortement la consommation de boissons alcoolisées. C'est tout pour cette mi-journée. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve demain.